À 4 heures du matin, le 16 août 2025, le Burkina Faso se réveille. 57 camions d'armement sont saisis près de la frontière. Assez d'armes pour équiper une armée entière, et pourtant le convoi a presque traversé les angles morts sans alerte majeure. Pour le public, ce volume dit la menace. Pour Ibrahim Traoré, il mesure surtout la souveraineté, la crédibilité et le contrôle du territoire. Et si cette interception n'était pas une fin, mais le début d'un cycle où chaque décision pèse sur la sécurité, l'économie et la diplomatie du Sahel. Cette séquence promet plus qu'un récit spectaculaire. Elle propose un cadre pour comprendre pourquoi une saisie matérielle peut devenir un tournant stratégique et comment des décisions prises en quelques heures produisent des effets durables. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Disposer d'outils factuels pour juger les choix à venir, sans céder ni à l'alarmisme ni à la minimisation. L'enjeu central se déploie sur trois plans. D'abord, la sécurité immédiate. Stopper un flux d'armes n'équivaut pas à neutraliser le réseau qui l'a conçu. Ensuite, la stabilité politique. L'autorité de l'État se renforce par des actes visibles, mais s'expose aussi à une attente accrue. Enfin, l'environnement régional. Une action ferme peut rassurer ou déplacer les routes de trafic vers les voisins. La question n'est donc pas seulement que s'est-il passé, mais que faut-il faire pour éviter l'escalade tout en consolidant la souveraineté? La suite avance pas à pas. Comprendre l'interception, mesurer ce que révèlent les chiffres, puis évaluer les conséquences concrètes avant d'explorer les scénarios proches. Près de 25 000 fusils d'assaut et 70 000 grenades sont recensés dès l'inventaire initial. En une comparaison, cela dépasse l'équipement d'un groupe armé local et change l'échelle de lecture. L'objectif ne pouvait être ponctuel. Cette mini-révélation, chiffrée et immédiate, ferme une hypothèse et en ouvre une autre, beaucoup plus lourde. Le contexte éclaire pourquoi ce volume a pu presque passer inaperçu. Les axes secondaires, les horaires atypiques et la banalité apparente des convois exploitent des routines connues. On est des cuisses. Pris isolément, chaque signal reste faible. Mis bout à bout, il compose d'une normalité trompeuse. C'est précisément cette invisibilité qui rend l'interception décisive. Elle stoppe une chaîne logistique conçue pour durer. Très vite, l'analyse balistique confirme des origines multiples. Des stocks issus de conflits passés côtoient des circuits plus récents, signe d'une coordination longue et coûteuse. Transporter un tel ensemble sur plusieurs frontières suppose des calendriers précis, des relais fiables et une capacité à neutraliser les contrôles. Le dossier bascule alors du fait sécuritaire vers l'enjeu stratégique. Informé presque immédiatement, Ibrahim Traoré comprend que le risque dépasse la saisie matérielle. Le test porte sur les mécanismes de contrôle, le renseignement et la capacité à répondre à des réseaux structurés. Dans le Sahel, frontières étendues et d'instabilité persistante créent des failles exploitables. L'événement révèle ces fragilités sans les créer. L'enquête élargit son périmètre. Des documents pointent vers des sociétés écrans et des soutiens extérieurs, donnant au dossier une dimension géopolitique claire. À ce stade, la question n'est plus seulement combien d'armes ont été interceptées, mais pourquoi et pour qui. La réponse de l'État devra donc dépasser l'urgence sous peine de traiter les faits sans toucher la cause. Au cœur de l'interception, un visage émerge rapidement, celui du capitaine Moussa Kaboré. Sa décision d'arrêter 57 camions à l'aube n'a rien d'automatique. Sans certitude absolue sur le contenu exact ni sur d'éventuelles protections armées, le risque est immédiat pour lui et pour ses hommes. Ce choix, pourtant, marque un basculement. L'initiative revient au terrain. Dans les heures qui suivent, l'action de Caboret sert de point d'ancrage concret à une affaire qui aurait pu rester abstraite. Pour la population, elle donne un visage à l'autorité publique dans des zones où l'influence de réseaux armés semblait progresser. Pour les forces de sécurité, le signal est interne. L'initiative individuelle, lorsqu'elle s'aligne sur l'intérêt national, peut produire un effet stratégique. L'impact est rapide et perceptible. Les images des camions immobilisés circulent, créant un contraste net avec le climat d'insécurité dominant. La peur, liée à l'ampleur de la menace, coexiste avec une fierté prudente. Ce sentiment ne dissout pas les risques structurels, mais il modifie la perception du rapport de force. L'État n'apparaît plus seulement en réaction, mais en capacité d'action. Cette phase précoce agit comme un révélateur politique. Une décision locale déclenche des répercussions nationales, puis régionales. La crise à venir ne sera pas uniquement militaire, elle sera symbolique et institutionnelle. À ce stade,
Ibrahim Traoré dispose d'un récit crédible pour transformer une interception en preuve d'autorité retrouvée. Reste à savoir si ce capital initial pourra être converti en mécanisme durable, au-delà de l'émotion des premiers jours. Avant l'aube du 16 août 2025, le convoi n'est qu'un signal faible parmi d'autres. Des camions empruntent des axes secondaires, roulent à des horaires inhabituels et s'insèrent dans un paysage de flux commerciaux opaques. Pris séparément, ces éléments n'alertent pas. Ensemble, ils exploitent des routines et des angles morts. Le risque principal tient alors à l'invisibilité, une logistique conçue pour se fondre dans la normalité. L'activation survient en quelques minutes. À l'approche de la frontière, la décision d'intercepter stoppe net une chaîne pensée pour la discrétion. Les véhicules sont immobilisés, le périmètre sécurisé, les documents saisis. Très vite, l'ampleur matérielle exclut l'hypothèse d'un trafic local improvisé. L'information remonte les échelons, du terrain au sommet de l'État, avec une rapidité qui traduit la gravité perçue. La montée en tension s'installe dans les heures suivantes. L'inventaire révèle le volume et la diversité des armes. Les itinéraires consignés dessinent une préparation étalée sur plusieurs mois. Les numéros de série recoupés pointent vers des provenances multiples. Chaque confirmation ajoute une couche de complexité. À ce stade, l'événement bascule du fait sécuritaire vers le dossier stratégique. Il ne s'agit plus seulement de neutraliser, mais de comprendre. Informé presque immédiatement, Ibrahim Traoré tranche sur la méthode. La priorité est double: contenir le risque immédiat et éviter l'escalade verbale. Les autorités ordonnent la mise sous scellé, la sécurisation étendue et la coordination interservices. La communication est soit tenue factuelle, sans annonce irréversible. Cette retenue vise à préserver des marges de manœuvre, alors que la visibilité internationale augmente. Le point culminant survient avec l'élargissement de l'enquête. Des indices financiers apparaissent, suggérant des flux bien supérieurs aux capacités d'un réseau criminel isolé. La gestion de crise devient multidimensionnelle: sécurité, renseignement, finance, diplomatie. La chronologie n'est plus celle d'un incident, mais d'un mécanisme exposé. Ce qui devait rester discret est désormais public. L'onde de choc se propage aussitôt. À l'intérieur du pays, les images des camions immobilisés circulent largement. Elles produisent un effet paradoxal. L'ampleur de la menace nourrit l'inquiétude, tandis que l'action menée alimente une fierté prudente. Le récit dominant se recompose autour d'un État capable d'initiative, sans promettre l'éradication des risques. À l'extérieur, les réactions se multiplient. Certains partenaires appellent à la prudence, d'autres expriment un soutien mesuré. Tous comprennent que le Burkina Faso entre dans une zone de visibilité accrue, où chaque déclaration est scrutée. La crise change de statut. Elle devient un avant et un après, susceptible d'influencer les calculs régionaux. Dans cette phase où l'impact commence à se stabiliser, la ligne reste claire. Ibrahim Traoré privilégie la fermeté opérationnelle et la sobriété politique. La séquence se referme sur une certitude: l'interception n'est pas une fin. Elle ouvre un cycle où la capacité à relier terrain, chiffres et décisions déterminera si l'État transforme l'exposition d'un réseau en avantage stratégique durable. Avant la saisie, le point de départ pouvait paraître rassurant: des flux diffus, des interceptions ponctuelles et l'idée qu'un trafic d'armes régionales restait fragmenté. Après l'inventaire, l'écart apparaît net. Près de 25 000 fusils d'assaut recensés changent l'ordre de grandeur. Ce volume correspond à une capacité d'équipement militaire complète, bien au-delà d'un besoin opportuniste. En termes opérationnels, cela signifie une menace conçue pour durer, pas pour frapper une seule fois. Un second chiffre affine la lecture. Environ 70 000 grenades accompagnent les armes longues. Ce ratio indique une intention de saturation et de continuité du feu plutôt qu'un simple renforcement ponctuel. Chaque unité supplémentaire augmente le coût humain potentiel et élargit l'aire d'impact. Autrement dit, la charge logistique observée n'est pas décorative. Elle est cohérente avec une stratégie d'instabilité prolongée. Le troisième indicateur, le plus structurant, concerne le financement. Les documents saisis évoquent des flux estimés à plus de 700 millions de dollars répartis sur plusieurs comptes offshore. Ce montant dépasse largement les capacités d'un réseau criminel régional classique. Il suggère un accès à des circuits financiers internationaux, l'usage de sociétés écrans et une capacité à absorber des pertes, voilà, sans rompre la chaîne. En une phrase, le moteur financier est dimensionné pour résister.
Pris séparément, ces chiffres décrivent des volumes. Ensemble, ils dessinent une architecture. Le volume d'armes explique le risque stratégique. La dotation en munitions révèle la durée envisagée. L'ampleur financière démontre que la motivation excède le profit immédiat. La cohérence interne des données ferme l'hypothèse d'une improvisation et impose celle d'un dispositif planifié. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture quantitative force un ajustement de posture. La réponse ne peut rester exclusivement sécuritaire. Elle doit intégrer le démantèlement financier, la coopération ciblée et la pression diplomatique, sans diluer la souveraineté. Les chiffres deviennent alors des leviers politiques. Ils justifient des audits, fondent des demandes de coopération et structurent la communication publique. Un point mérite attention. Les nombres ne parlent qu'à condition d'être expliqués. Chaque indicateur doit être relié à une décision mesurable. Renforcer les contrôles là où le volume l'exige, prioriser le renseignement là où la durée est révélée et assécher les circuits là où le financement apparaît. Cette traduction est décisive pour éviter l'écueil du spectaculaire sans suite. Enfin, la comparaison avant-après éclaire l'enjeu de crédibilité. Avant, l'État faisait face à des signaux faibles. Après, il dispose d'un dossier chiffré, cohérent et communicable. Cette bascule renforce la capacité à agir et à convaincre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Reste une question ouverte. Les chiffres serviront-ils de point d'appui à des mécanismes durables ou resteront-ils la preuve d'un choc bien documenté mais isolé? Deux lectures s'affrontent dans l'analyse de la crise. La première voit dans la saisie la preuve d'une tentative délibérée de déstabilisation régionale. Selon cette thèse, le Burkina Faso ne serait qu'un maillon d'une stratégie plus large visant l'ensemble du Sahel. Le volume d'armes, la diversité des provenances et la robustesse financière indiqueraient une volonté d'alimenter durablement des groupes armés. Les défenseurs de cette approche estiment qu'aucun État ne peut affronter seul un tel dispositif. Ils plaident pour une réponse collective, partage du renseignement, coordination frontalière et pression diplomatique conjointe sur les soutiens financiers. La seconde lecture adopte un angle presque inverse. Elle considère l'événement avant tout comme un test de souveraineté nationale. L'essentiel ne serait pas l'ampleur internationale du réseau, mais la capacité de l'État à agir de manière autonome et efficace. La saisie démontrerait que des décisions locales peuvent prendre et produire un effet stratégique sans dépendre d'alliances extérieures potentiellement contraignantes. Les partisans de cette approche redoutent qu'une internationalisation excessive n'ouvre la voie à des ingérences politiques ou à des conditions imposées. Il privilégie le renforcement interne des capacités militaires, du renseignement et de la cohésion nationale. Ces deux thèses reposent sur des constats solides. Les chiffres et les flux financiers appuient l'hypothèse d'un réseau transnational structuré. Dans le même temps, l'efficacité de l'interception montre que l'initiative nationale peut rompre des chaînes complexes. L'erreur serait de les opposer frontalement, comme si l'une excluait l'autre. L'arbitrage se situe dans la hiérarchisation des leviers. Ibrahim Traoré esquisse une voie intermédiaire. Affirmer la souveraineté par l'action visible, tout en ouvrant des coopérations ciblées et réversibles. Cette combinaison cherche à éviter deux écueils symétriques. L'isolement, qui affaiblirait la réponse face à un réseau puissant, et la dépendance, qui diluerait le contrôle politique. Au fond, la question n'est pas de choisir un camp analytique, mais de décider quand et comment activer chaque levier. La suite dira si cet équilibre peut être tenu dans la durée, sous la pression des événements et des attentes. La bascule intervient lorsque l'enquête relie matériel, itinéraire et finance en un même schéma. Ce qui semblait une interception exceptionnelle devient l'exposition d'un système. Des flux conçus pour se reconfigurer, des relais capables de remplacer un axe perdu, et des soutiens financiers suffisamment profonds pour absorber un choc. À ce point médian, l'enjeu change de nature. Neutraliser un passage ne suffit plus. Il faut perturber l'architecture. Ce révélateur redéfinit les priorités. La question centrale n'est plus seulement combien a été saisi, mais quelle capacité de recomposition subsiste. Les indices montrent que la valeur stratégique du réseau réside moins dans le stock que dans la plasticité. Routes alternatives, intermédiaires multiples, calendrier modulable. En clair, le risque principal se déplace du visible vers l'adaptatif. Dans ce cadre, la posture de Ibrahim Traoré prend un sens nouveau. La fermeté affichée n'est pas un point d'arrivée,
mais un signal destiné à augmenter le coût de chaque ajustement adverse. L'objectif devient d'introduire de l'incertitude là où le réseau prospérait sur la prévisibilité. Ce point d'équilibre révèle aussi un dilemme. Accroître la pression peut accélérer les contournements. La relâcher peut restaurer les routines. La réponse doit donc être sélective, combinant coûts ciblés et continuité administrative. La suite examinera comment cette bascule se traduit dans conséquences concrètes pour l'État, l'économie, la population et la région. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. La saisie oblige à reconnaître des failles, mais elle offre surtout un levier d'action. Les audits internes s'accélèrent, la coordination entre armée, police et douane est renforcée et les priorités sécuritaires sont réévaluées. La crédibilité publique progresse à court terme grâce à des actes visibles. En contrepartie, l'exposition augmente. Chaque décision est désormais scrutée et l'attente de résultats durables devient plus exigeante. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est de transformer l'élan initial en procédure stable, mesurable et répétable. Sur le plan économique, l'effet est ambivalent. À l'extérieur, certains investisseurs adoptent une posture d'attente redoutant une escalade régionale ou des perturbations logistiques. Des projets ralentissent, notamment dans les secteurs sensibles aux risques politiques. À l'intérieur, un mouvement inverse apparaît. Les acteurs locaux privilégient les circuits nationaux, traduisant un réflexe de consolidation. Ce contraste révèle une confiance politique naissante qui ne se traduit pas encore en confiance économique durable, mais qui amortit le choc immédiat. Pour la population, l'impact est d'abord psychologique et social. Les images des camions immobilisés deviennent des symboles ambivalents. Elles rappellent l'ampleur de la menace tout en nourrissant une fierté prudente liée à la capacité de réaction. Dans les centres urbains comme dans les zones rurales, le discours évolue. Il ne s'agit plus seulement de subir l'insécurité, mais de constater une initiative étatique. Cette perception renforce la cohésion nationale, sans effacer les inquiétudes quotidiennes liées aux moyens de subsistance et à la sécurité locale. À l'échelle régionale, enfin, la saisie agit comme un signal d'alerte. Les pays voisins observent attentivement la réponse burkinabé. Certains y voient un précédent encourageant, susceptible de rehausser les standards de contrôle. D'autres redoutent un déplacement des routes de trafic vers leur territoire. Dans tous les cas, les calculs changent. Le Burkina Faso n'apparaît plus comme un simple espace de transit, mais comme un acteur capable d'influencer l'équilibre sécuritaire du Sahel. Ces conséquences ne s'additionnent pas mécaniquement, elles interagissent. Une crédibilité étatique renforcée peut rassurer à terme les investisseurs. Une cohésion sociale accrue peut faciliter l'acceptation de mesures exigeantes. À l'inverse, une pression régionale mal gérée peut déplacer les risques plutôt que les réduire. La séquence ouverte par la saisie impose donc une lecture dynamique. Le point clé est la temporalité. Les bénéfices symboliques sont immédiats, les coûts potentiels différés. Pour Ibrahim Traoré, la réussite se mesurera moins à l'ampleur de la saisie qu'à la capacité de convertir ses effets en stabilité progressive, sans déplacer la menace ni épuiser le capital politique acquis. Dans l'hypothèse la plus probable, si la trajectoire actuelle se maintient, on voit se dessiner une stabilisation progressive sous tension. Les mesures engagées après la saisie sont consolidées. Contrôle frontalier plus ciblé, coopération opérationnelle avec certains voisins et suivi financier plus strict. Les réseaux identifiés sont partiellement démantelés sans disparition complète. L'économie reste prudente, mais la dynamique interne limite les chocs. La sécurité demeure fragile, toutefois sans basculement majeur. Ce scénario exige une gestion continue, méthodique, où chaque gain est défendu dans la durée. Dans une hypothèse plus optimiste, une accélération positive devient possible. Les révélations de l'enquête débouchent sur des actions coordonnées, sécuritaires et financières, qui réduisent sensiblement la capacité d'adaptation des réseaux. Des partenariats régionaux gagnent en efficacité, diminuant les marges de manœuvre transfrontalières. La clarté politique et la constance administrative rassurant une partie des acteurs économiques, permettant une reprise graduelle de certains investissements. La crise agit alors comme un catalyseur de réformes plus profondes, notamment dans le renseignement et la gouvernance sécuritaire. Dans une hypothèse plus dégradée, une montée des tensions peut s'installer. Les pressions diplomatiques s'intensifient, certaines coopérations se figent, et les réseaux criminels se recomposent ou déplacent leur route. Les coûts économiques augmentent, l'insécurité persiste et la fatigue sociale s'installe. Dans ce cadre, la saisie reste un succès ponctuel,
insuffisant pour inverser la tendance régionale. Le risque principal est l'érosion progressive du capital politique initial. Ces scénarios ne sont pas des prédictions. Ils servent de cadre de lecture pour orienter les décisions présentes. Leur utilité tient à une question simple. Quelles actions prises aujourd'hui réduisent le coût du pire tout en augmentant la probabilité du meilleur? La réponse passe par des choix concrets, mesurables et ajustables. Un principe transversal se dégage. La sélectivité compte plus que l'ampleur. Mieux vaut perturber durablement quelques nœuds critiques que multiplier des annonces difficiles à tenir. À ce titre, la capacité à apprendre vite, corriger tôt et communiquer sobrement pèsera davantage que la force du choc initial. La fenêtre de 6-12 mois sera décisive. C'est là que se jouera la conversion d'un événement spectaculaire en trajectoire lisible. Le test n'est pas la saisie elle-même, mais la cohérence des décisions qui la suivent. À ce stade, l'analyse gagne à se rapprocher du quotidien. Pour le citoyen burkinabé, la saisie reconfigure d'abord le rapport à l'État. Voir une action visible, coordonnée et assumée modifie l'attente collective. La question ne se limite plus à la survie face à l'insécurité, mais à la capacité de maintenir l'initiative dans la durée. Cette attente est exigeante. Elle demande des résultats répétés, pas un épisode isolé. Pour les acteurs économiques locaux, le signal est contrasté. À court terme, l'incertitude persiste et la prudence domine les décisions d'investissement. Mais la démonstration d'autorité et de coordination nourrit une idée clé. Les règles peuvent être appliquées. Cette perception pèse autant que les indicateurs macroéconomiques. Elle influence le crédit, l'engagement sur le territoire et la volonté de planifier au-delà de l'urgence. Les familles et les communautés, enfin, lisent l'événement à travers des effets concrets. Les déplacements, l'accès au marché, la sécurité des axes routiers comptent plus que les déclarations. Une amélioration même marginale renforce l'adhésion. Une dégradation rapide érode la confiance. La cohésion sociale devient ainsi un baromètre silencieux de la crédibilité publique. Dans ce contexte, la communication importe autant que l'action. Expliquer ce qui est fait, ce qui ne l'est pas encore et pourquoi réduit les interprétations excessives. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est de maintenir un équilibre délicat, nourrir l'espoir sans promettre l'immédiateté, et reconnaître les limites sans paraître hésitant. Pour le lecteur, le bénéfice est clair. Comprendre ses attentes aide à distinguer les gestes symboliques des changements structurels. La réussite ne se mesurera pas à l'émotion du choc initial, mais à la capacité d'inscrire des améliorations perceptibles dans le temps. La transformation d'une crise en capacité durable passe par une feuille de route lisible. Le premier axe concerne le contrôle territorial. Les zones frontalières identifiées comme sensibles sont traitées par une combinaison d'unités militaires, de douanes et de relais civils. L'objectif n'est pas la saturation, mais l'imprévisibilité. Multiplier les points de friction pour augmenter le coût opérationnel des réseaux. La mesure clé est simple: baisse des passages non détectés sur les axes ciblés. Le deuxième axe est le renseignement. L'enquête a mis en évidence des silos informationnels. La réponse consiste à centraliser l'analyse, à croiser plutôt les signaux faibles et à raccourcir la boucle décisionnelle. Anticiper vaut plus que réagir. L'indicateur pertinent n'est pas le nombre d'arrestations, mais le délai entre alerte et action. Le troisième axe porte sur le financement. Les flux identifiés imposent un suivi renforcé des transactions suspectes et une coopération ciblée avec des partenaires capables d'agir sur les circuits offshore. Cette action, moins visible, est décisive. Sans financement, la logistique perd sa cohérence. La mesure attendue est la perturbation durable des canaux, pas l'annonce ponctuelle. Enfin, un axe diplomatique et social complète l'ensemble. À l'extérieur, dialoguer sans renoncer à la souveraineté. À l'intérieur, maintenir la cohésion par une communication claire et continue. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est d'articuler ces leviers sans créer de dépendance ni d'isolement. Cette feuille de route n'offre aucune garantie immédiate. Elle trace une trajectoire mesurable, ajustable et compréhensible. Le succès se lira dans la constance. Faire peu, mais tenir. La suite dira si cette méthode transforme l'exposition d'un réseau en recul durable de sa capacité d'action. Avec le temps, un symbole s'impose dans le récit national. Des armes saisies qui ne servent plus à détruire. Leur transformation annoncée, partielle et strictement encadrée, agit comme une métaphore. Ce qui devait nourrir la violence devient un rappel tangible de la capacité à reprendre la main. La crise change alors de registre.
Elle n'est plus seulement une menace évitée, mais une possibilité de recomposition. Dans ce mouvement, Ibrahim Traoré referme la séquence émotionnelle sans triomphalisme. Le discours insiste sur une idée sobre. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Elle se construit par des décisions répétées, des réformes tenues et des mécanismes vérifiables. Cette sobriété renforce la crédibilité du message, car elle relie les paroles aux actes plutôt qu'à l'emphase. Pour une partie de la population, ce symbole joue un rôle d'ancrage. Il permet de relier un choc anxiogène à une perspective constructive. La peur initiale laisse place à une vigilance active. L'État n'est plus perçu uniquement comme un rempart fragile, mais comme un acteur capable de transformer une alerte en levier politique et social. La cloche forgée à partir des armes, évoquée comme horizon, résume cette bascule. Elle ne célèbre pas une victoire définitive. Elle rappelle que, chaque jour, la stabilité doit être reconquise. La séquence ouverte par la saisie ne se referme pas avec les images des camions immobilisés. Elle laisse une question durable. Comment un État transforme-t-il une alerte sécuritaire en trajectoire politique lisible sans s'enfermer dans l'urgence ni diluer ses choix? Pour le Burkina Faso, l'enjeu dépasse l'événement. Il touche à la manière dont une société accepte le risque, organise la réponse et juge les décisions prises en son nom. L'invitation faite au lecteur est simple mais exigeante. Observer au-delà des symboles. Suivre les indicateurs discrets plutôt que les annonces spectaculaires. Distinguer ce qui relève de l'effet immédiat de ce qui construit des mécanismes stables. La cohérence dans le temps comptera plus que l'intensité du choc initial. Dans les mois à venir, certains signaux mériteront une attention particulière. La continuité des contrôles, la traduction des réformes en procédure, la capacité à corriger sans se renier. C'est là que se jouera la crédibilité réelle. La question reste ouverte et elle appelle un regard collectif. Cette saisie marque-t-elle un tournant durable ou une parenthèse maîtrisée dans une région sous tension? À chacun d'observer, d'évaluer et de débattre sur la base des faits.